Depuis 5 ans, plusieurs associations actives dans le secteur du sans-abrisme avaient uni leurs forces pour clamer le droit à un toit pour tous. Aujourd'hui, le noyau dur se dit fatigué et clame cette fois que le droit à un toit est acquis. L'association met donc un point final à ses activités et pour en parler, nous recevons un des membres fondateurs et travailleurs chez Doucheflux, Laurent Durcel, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, vous êtes vraiment fatigué? Vous avez l'impression que vous êtes battu contre des moulins à vent? Alors, on est fatigué, mais on est tous impliqués dans des combats similaires. Personnellement, comme co-directeur de Doucheflux et secrétaire du syndicat des immenses, le combat continue de plus belle. C'est donc le combat pour le droit au logement. Et la formule qu'on a trouvée, qu'on trouve plus ou moins rigolote, est que le droit au logement maintenant ne fait plus de doute et donc on n'a plus de raison d'être. C'est un peu une facilité, il faut bien le reconnaître. Et il faut savoir balayer devant sa porte. C'est que c'est vrai, après 5 ans, on a fait beaucoup de choses. On a obtenu pas mal de résultats. Le plus extraordinaire tout au début est que l'agence Bruxelp et le SAMU social, le New SAMU social, ne forment pas une seule et même unité, ce qui aurait provoqué des problèmes de conflit d'intérêts absolument astronomiques. On a obtenu, avec le syndicat des immenses, une magnifique étude tout à fait récemment, dont on n'a pas encore fini de parler, puisque très vraisemblablement, elle aura un prolongement. On va en parler juste après. On va en parler juste après. Il y a encore, donc ça continue aussi, puisqu'il y a une magnifique conférence spectaculaire par le collectif 1984 qui s'appelle Dream House, qui a été commandité par Droit à Toit et qui va commencer à circuler dans toute la francophonie à Bruxelles. Et nous nous sommes engagés à bien sûr être présents à la fin du spectacle pour le débat avec la foule. Mais du coup, quand je vous entends, il y a beaucoup de projets là, vous nous parlez de plein de choses, alors pourquoi arrêter? Alors pourquoi arrêter? Parce qu'il y a un moment où on remarque qu'il y a de moins en moins de personnes autour de la table, qu'il y a d'autres collectifs qui se sont fondés, comme le Front Anti-Expulsion, comme Action Logement Bruxelles, comme Rendre Visible Invisible, et que voilà, peut-être qu'il faut laisser la place à des formations plus jeunes. D'aucuns disent qu'on les a peut-être inspirés, et peut-être, ça c'est une intuition personnelle, donc le mouvement Droit à un toit qui réunissait des associations et des citoyens, mais surtout des associations, était vraiment né au cœur du secteur du sans-chez-soirisme, comme on dit correctement, et pas sans-abrisme, merci de la correction, et que donc il est peut-être un peu trop connoté par ce secteur-là, et pas assez approprié par le secteur du logement. Parce que vous savez, de manière plus globale alors. De manière plus globale. Aussi les mal logés et voilà. Les logements insalubres, c'est ça que vous voudriez intégrer alors du coup dans une autre structure? Voilà. Donc vous feriez partie aussi? Non, on va pas intégrer dans nos structures, c'est plutôt permettre, l'idée est plutôt que, comme on est trop connoté sans-chez-soirisme, c'est mon intuition, on ne pouvait pas attirer des acteurs déterminants du secteur du logement. Parce qu'il y a une catastrophe bruxelloise, qui est d'ailleurs pas que bruxelloise, c'est que la question du sans-chez-soirisme est dissociée de manière structurelle, de manière statutaire, de manière en termes de subsides, le problème du sans-chez-soirisme et le problème du logement. C'est déconnecté. C'est déjà 2 ministres différents d'ailleurs. C'est déjà 2 ministres différents. Marron et Benamou voilà. De l'autre côté. Oui. Et il a fallu le syndicat des immenses pour que dans le CA de Bruxelles, il y ait enfin, à partir de mai dernier, une représentante pour le coup, de Nawal Benamou, secrétaire d'État en charge du logement, au sein du CA de Bruxelles. Donc, le droit à toit, je vous rappelle que le vrai titre de droit à toit, c'est droit à toit ou droit dans le mur, puisque c'était un mouvement qui est né d'un double constat. Il y a eu d'abord l'énorme cataclysme que les plus jeunes ont oublié, mais qui était la grande crise du SAMU social. Et quelques mois avant, où il y avait des problèmes de corruption inqualifiables et totalement scandaleux. Présence, voilà. Et parallèlement, quelques mois avant, on avait eu les chiffres du dénombrement fait par Bruxelles, enfin c'était la Strada à l'époque, qui montrait que le nombre de personnes sans chez soi à Bruxelles explosait. Ce qui va se confirmer lorsqu'on aura les chiffres pour
2020. Oui, parce que là, pour l'instant, on parle à peu près de 5000 personnes, si on prend donc les personnes qui vivent dans la rue, mais aussi toutes les personnes qui sont en squat, qui sont mal logées. Il y a eu un nouveau comptage qui s'est effectué fin de l'année dernière. On n'a pas encore les résultats exacts de ce comptage. On les aura très prochainement. En avril ou un petit peu avant. Voilà. Et j'ai parié beaucoup de bouteilles de champagne qu'on arrivera à malheureusement plus de 7000 personnes sans chez soi à Bruxelles. Ce qui ne veut pas dire sans abri. Sans abri, ce sera à peu près 1000 ou 1200 à mon avis. Et on arrivera certainement à 7000 personnes sans chez soi. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est tout à fait énorme. Quand vous parlez, évidemment, quand vous êtes arrivé, aussi, vous rappelez la crise du SAMU social qui a donné la naissance à Bruxelles et aussi au New SAMU social. À ce moment-là, on était encore sur une politique qui était plutôt une politique de l'urgence, avec un plan hiver. Aujourd'hui, on est sur une politique dite 4 saisons et avec l'accent aussi mis sur les politiques d'housing first, donc trouver d'abord un logement et puis ensuite aider la personne à se réinsérer. Vous trouvez qu'on est allé dans le bon sens avec ces politiques ? Absolument. Absolument. On se targue encore un peu de faire du chouette boulot en parlant d'urgence. Nous militons plutôt au syndicat des immenses pour qu'on parle de dépannage. Parce que parer à l'urgence, c'est se faire peut-être un peu trop plaisir. Mais c'est vrai, je peux en témoigner. Ça fait 12 ans maintenant que je suis dans cette aventure. Le mot logement revient beaucoup, beaucoup plus souvent. Bruxelles a mis en place un laboratoire de rencontres et de recherche afin d'accoucher d'un master plan pour une fin du sans-chez-soirisme à Bruxelles à l'horizon 2030, c'est ça que nous dit l'Europe. Donc c'est vrai que grâce à droit à un toit, puisqu'il faut quand même parler de droit à un toit, Alain Marron lui-même a dit c'est grâce à droit à un toit que le mot fin du sans-abrisme se trouve dans l'accord de gouvernement de l'actuel gouvernement bruxellois. Donc c'est clair que il y a une orientation dans le bon sens. Vous parliez du programme Housing First qui consiste à dire, je dis ça pour les téléspectateurs, c'est-à-dire du carton à la rue directement vers un logement, sans passer par 3, 4, 5, 6 étapes intermédiaires. Et malheureusement, aujourd'hui, ce programme est limité aux personnes les plus vulnérables, portant un double diagnostic, comme on dit, à savoir un problème d'insuétude et un problème de santé mentale, un long parcours de rue. Et ce qui est formidable, c'est que ça marche. Or, si ça marche, c'est ça que l'on dit au syndicat des immenses et à droit à un toit, parce qu'en fait, droit à un toit n'est pas mort, droit à un toit a essaimé un peu partout et dans beaucoup d'esprits. Si ça marche pour les cas les plus compliqués, les cas où on est le plus pessimiste, forcément, ça doit marcher pour tout le monde. Et donc là, il faut juste un jour décider. Et ça, c'est un des chevaux de bataille de droit à un toit. Oui, j'arrive pas encore à parler vraiment à l'imparfait. C'était, mais ça reste un des chevaux de bataille de droit à toit. C'est que le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, mais un choix de société. Et la Finlande, on ne le répétera jamais assez, a en tout cas montré qu'il y a moyen d'attaquer le problème par le bon bout, à savoir pas dépanner les gens pour pas qu'ils crèvent la bouche ouverte dans la rue, mais les reloger le plus rapidement et systématiquement possible. Une petite question, Laurent Durcel, est-ce que vous restez optimiste par rapport à cette situation qui ne va pas en s'améliorant? On en est tous bien conscients quand même. Alors, mais ce que j'aime, c'est votre enthousiasme, parce que ça reste quelque chose de... Vous avez encore plein de choses à faire. On est très optimiste, parce que c'est par une évolution des mentalités, des prises de conscience, que ça va changer. Le paradoxe, c'est que, comme vous le dites, mais il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu la crise de 2008, puis après il y a eu l'Ukraine, puis il y a eu le Covid, et maintenant la crise énergétique. Les chiffres sont extrêmement mauvais. Donc vous allez dire, c'est un peu curieux, comment est-ce qu'on peut être aussi optimiste, alors que les chiffres ne vont en empirant depuis une dizaine d'années, mais c'est que l'évolution des mentalités change. C'est que de plus en plus, lorsqu'on voit Gaston sur son carton, on ne se dit pas que la vie est dure, on ne se dit pas qu'il a peut-être merdé, Gaston, on se dit de plus en plus, je crois, que la société a failli. C'est pas Gaston qui a merdé, c'est la société qui a merdé. Et ça, c'est un choix. Et il y a une évolution, il y a une prise de conscience, mais on a un retard absolument catastrophique quand on voit ce qui se passe avec les logements sociaux à l'abandon, parfois depuis plus de 10 ans, non construits, non rénovés. Oui, 9000 à peu près, voilà. Selon les derniers chiffres en tout cas. Et l'autre source d'optimisme radical, c'est la crise des réfugiés ukrainiens. Parce que, je l'ai dit ici même, à ce même micro, il y a quelque temps,
et je me fais un plaisir de le répéter, même si vous ne m'avez pas posé la question. Mais oui, vous me posez la question de l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'avec les Ukrainiens, qui ne sont pas des immenses, comme on dit, les personnes en non-logement et en mal-logement, mais des escapés, c'est-à-dire des non-immenses, qui sont tombés dans l'immensité du jour au lendemain et sans que ce soit leur faute. Et pour eux, et c'est très bien, on fait le maximum. Mais ça a été démontré que quand on fait le minimum pour les immenses, il y a un problème. Il y a un deux poids deux mesures magistral, absolument magistral, et ça montre qu'en fait tout d'un coup on a trouvé vers le mois de mars-avril, on a trouvé une petite trentaine de bâtiments communaux, régionaux, fédéraux. Tout d'un coup ils étaient là. Donc on pourrait trouver pour les autres aussi. Et c'est ce qu'a dit Pierre Verbeeren. Il a dit, voilà, tout ce qu'on met en place pour les Ukrainiens servira demain pour les personnes sans chez soi. Et vous ne croyez pas si bien dire, puisque nous allons, Doucheflux, comme vous le savez, ici je prends ma casquette de co-directeur de Doucheflux, nous avons mis en place un hébergement de transit à la faveur de ce qu'on appelait les hôtels, un hébergement de transit qui n'est pas l'escalier classique à plusieurs échelons, ni du Housing First, c'est plutôt un escalier à une seule marche, qui permet, en l'occurrence, à des femmes de sortir de la rue et d'être hébergées, mais dans un hôtel, c'est-à-dire avec sanitaire et chambre privée, ce qui est la clé. Et nous arrivons, on est la seule association à avoir, la première à l'avoir lancée, la dernière à l'avoir encore, et nous arrivons au bout du contrat dans l'hôtel où nous sommes, et nous allons aller très prochainement auprès du gouvernement bruxellois pour dire, écoutez, voilà, on a là un super projet, vous nous avez reconduit dans ce projet à multiples reprises, 4 ou 5 fois, on a reçu des financements parce qu'on a un taux de relogement impressionnant, pour des cas aussi très très compliqués, quasiment des cas type Housing First. Et donc, on va voir si dans les bâtiments qu'il y a découverts justement pour les Ukrainiens, qui peut-être vont commencer à se vider, on l'espère pour eux, est-ce qu'il y aura de la place pour, par exemple, voilà, pouvoir les utiliser, pour les immenses, voilà, comme vous les appelez. Juste parce que, voilà, malheureusement, on va déjà devoir arrêter cette interview, mais vous l'avez dit, hein, l'étude aussi qui a été menée donc par l'ULB, ça fera peut-être changer les mentalités parce que ça a mesuré le coût du sans-abrisme et sans-chez-soirisme, pardon, et donc on le chiffre entre 30 000 et 85 000 euros par an et par personne, ce qui est immense. Et ça pourra peut-être aussi faire changer un petit peu la donne au niveau des politiques, d'arrêter de mettre une rustine et de s'occuper vraiment du problème. Et surtout, ce que cette étude a démontré, et il suffit de m'envoyer un mail et je vous l'envoie en français ou en néerlandais, cette étude a démontré que, même si elle a des limites, d'où l'idée d'en faire une suite pour affiner encore cette étude, que en gros, ce que coûte à la région bruxelloise une personne sans chez soi équivaut à ce que coûterait son relogement. Donc en tout cas, cette étude est historique parce qu'elle permet de liquider la question de l'argent. Oui. De la question de dire c'est trop cher, non, ça ne marche plus. Voilà. Et donc c'est un changement de paradigme et de mentalité, et il est en cours, mais bien sûr, nous qui sommes dans le cambouis du sans-chez-soirisme, on trouve que ça évolue beaucoup trop lentement, mais les coups d'accélérateur sont là dans les mentalités, et les réfugiés ukrainiens sont malheureusement pour eux, pour nous, le symbole qu'on va y arriver si on peut être entendu le plus possible, d'où mes remerciements. Merci beaucoup Laurent Durcel d'être venu. Merci à vous. Et puis, droit à un toit est mort. Droit à un toit est mort, mais vive le droit à un toit pour tout le monde, pour tous et toutes. On y croit plus que jamais. Et on y arrivera. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Oui. Il faut que tout le monde trouve ça inacceptable. C'est pas Gaston qui a foiré, c'est la société qui a foiré. C'est ça qu'il faut comprendre. Le message est bien passé, Laurent Durcel. Merci beaucoup.